Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du protocole Montréal pour la protection de la couche d'ozone. Je sais que vous savez tous ce qu'est la couche d'ozone, qui est bien sûr stratosphérique, donc qui se situe dans la stratosphère à une altitude entre 20 000 et 40 000 mètres d'altitude, qui bien sûr nous protège contre les rayonnements ultraviolets dangereux du soleil et qui protège donc les écosystèmes et les êtres vivants. Je ne vais pas refaire l'historique du protocole Montréal, mais vous en donner une certaine idée et comment on en est arrivé là. Mais aussi je vous parlerai des faits, des non-dits, des jeux de coulisses, du rôle de l'industrie notamment chimique, qui produit toutes les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Bien sûr aussi le rôle de la politique pour la protection de la couche d'ozone, parce que la politique a joué un rôle également, ce qu'on ne dit pas. Donc moi, ce que j'essaierai de souligner à travers mes propos, et à travers aussi certaines d'anecdotes que j'ai vécues personnellement, puisque je suis dans ce dossier impliqué depuis plus de 40 ans. Donc je crois que j'ai beaucoup de choses à raconter. Et donc par conséquent, ce que j'essaierai de vous dire, vous ne le trouverez peut-être pas sur Google ou d'autres médias que vous connaissez tous. Par conséquent, j'essaierai malgré tout de vous montrer que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et bien sûr, on sait tous que la protection de la couche d'ozone est un succès. Et on ne le dira jamais assez. Mais ce succès-là, bien sûr, comporte aussi certaines choses qu'on ne dit pas, sont, comme je le dis, des non-dits. Donc, premièrement, comme vous le savez tous, cette couche d'ozone est très importante et le premier signe alarmant est venu de deux physiciens connus, Sherwood et Mooney, d'ailleurs prix Nobel de physique, qui en 1974, ont découvert que des substances qui appauvrissent des substances chimiques qu'on utilise beaucoup dans des applications industrielles provoquent une réaction photochimique, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une certaine donc intensité lumineuse pour que cette réaction chimique se produise et qui attaque l'ozone de l'atmosphère. Donc ça a été la première, je dirais, le premier avertissement concernant donc cette couche d'ozone qui est au-dessus de notre Terre. Et une année plus tard, en 1975, un organisme scientifique britannique, la British Antarctic Survey, qui s'occupe justement de recherche au niveau de l'Antarctique, a découvert un énorme trou au-dessus de l'atmosphère, un énorme trou dans la couche d'ozone. Et ça a été, bien sûr, une alerte très sérieuse parce qu'elle représentait une menace directe, grave sur la planète. Donc il fallait que la communauté internationale prenne toutes les mesures nécessaires pour justement d'abord arrêter cette destruction et la réduire et puis donc à la suite l'écarter comme menace sur notre planète. Donc il y a eu beaucoup de groupes d'experts, tant au niveau national, donc dans beaucoup de pays, notamment les pays industrialisés, et aussi des groupes d'experts au niveau des Nations Unies, dont moi-même j'en ai fait partie, et qui consistaient à étudier les voies et moyens à mettre en œuvre pour justement protéger cette couche d'ozone. Donc de 1975 à 1985, il y a eu beaucoup de travaux. Et en 1985, une réunion internationale a été convoquée à Vienne et qu'on a appelée la Convention de Vienne pour la protection de l'atmosphère. Donc ça, c'était le premier outil juridique employé par
la communauté internationale pour protéger la couche d'ozone. Bien sûr, comme vous le savez, une convention ne suffit pas à elle-même. Donc il fallait mettre sur pied des moyens d'application de cette convention. C'est ainsi que 2 années plus tard, à Montréal, après bien sûr encore des travaux d'experts en la matière, a été convoquée une très grande réunion pour justement proposer un protocole, cette fois un protocole de protection de la couche d'ozone. Et c'était en septembre 1987. Et j'aimerais au passage justement rendre un hommage particulier au docteur Kamel Mustafa Tolba, égyptien, qui était alors directeur du programme des Nations Unies, directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, et qui nous avait enfermés jusqu'au bout de la nuit pour faire aboutir ce protocole. C'est ainsi que le protocole, à la fin de la conférence, il y a eu un acte final qui a été signé par pratiquement l'ensemble des pays présents à cette réunion. Là aussi, le protocole Montréal a été d'ailleurs un jalon très intéressant et très particulier parce que ça a été, je dirais, un accord remarquable. Remarquable de par le fait que d'abord il comportait des calendriers d'élimination des substances qui amplifient la couche d'ozone, mais surtout mettait devant leur responsabilité tous les pays de la planète, et fait rare à l'époque proposait même le boycott des pays non signataires, ce qui était quand même, comme je le disais, remarquable. Donc ce protocole Montréal en lui-même se devait d'avoir donc des outils d'application. Un des outils était aussi de mettre sur pied un comité d'application pour surveiller et contrôler la mise en œuvre des mesures proposées par le protocole par l'ensemble des pays de la planète. Là aussi, c'était très important parce qu'il pointait du doigt aussi les manquements à ces obligations de pays réticents à prendre des mesures pour protéger la couche d'ozone. Donc ça a été un premier point. Sauf que beaucoup de pays en développement à l'époque disaient mais attendez, nous on veut bien protéger la couche d'ozone, mais nous n'en sommes pas responsables puisque nous n'utilisons que les substances que vous produisez, vous les pays industrialisés. Même s'il faut le dire que certains pays en développement au sens du classement des Nations Unies, comme la Chine, l'Inde, la Roumanie, le Venezuela, etc., produisaient déjà ces substances-là. Mais, disons, en général, les pays en développement, on disait, nous, on n'est pas responsables et on veut bien protéger la couche d'ozone, sauf que nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, il faudra nous aider. Ça a été quelque peu, ça avait, disons, refroidi un petit peu l'atmosphère après l'adoption de l'acte final à Montréal. Et donc, c'était quelque chose qu'il fallait absolument régler au plus vite. Et en 1989, Lady Margaret Thatcher avait convoqué une grande réunion informelle, faut-il le dire. Donc, ce n'était pas sous les auspices des Nations Unies, même si les Nations Unies avaient été impliquées, pour justement parler en toute liberté, en toute, je dirais, flexibilité des mesures à mettre en œuvre pour justement faire que ce protocole Montréal devienne une réalité, c'est-à-dire protéger la couche d'ozone. Et je me souviens que, en tant qu'Algérien, en tant que représentant de l'Algérie, j'avais été désigné par M. Aboubakr Belkaïd, paix à son âme, qui m'avait désigné pour représenter l'Algérie, pour justement donc, faire un certain nombre de propositions concernant ce protocole. Et j'avais proposé une résolution à l'époque qui demandait aux pays industrialisés de mettre sur pied un mécanisme financier et technique pour venir en aide aux pays en développement. Et cette résolution avait été appuyée par beaucoup de pays en développement et également par la Chine, ce qui était important parce que la Chine avait
un point important déjà à l'époque. Et comme il s'agissait d'une réunion informelle, bien sûr, cette résolution n'a pas fait l'objet d'une décision. Mais une année après, juste une année après, en juin 1990, il y a eu la réunion des parties signataires du protocole Montréal, qui a eu lieu à Londres également. Et c'est lors de cette réunion qu'avait été approuvée la décision de créer un fonds multilatéral pour la protection de la couche d'ozone, pour venir en aide financièrement et techniquement aux pays en développement. Donc ça, c'était le premier jalon, le plus concret pour justement amener tous les pays de la planète à donc participer à cet effort commun de protection de la couche d'ozone. Voilà, donc ça a été la création du fonds multilatéral. Et là aussi, j'aimerais malgré tout rendre hommage aussi à un autre Égyptien, le docteur El-Amini, qui avait été nommé à la tête de ce fonds multilatéral, et avec aussi le concours de M. Paul Horowitz, un Américain qui était chef de la délégation américaine, et qui ont beaucoup fait pour mettre sur pied toutes les procédures de fonctionnement de ce fonds multilatéral. Ce fonds multilatéral devait être aussi pris en charge, si l'on veut, d'un point de vue technique, par des organisations des Nations Unies, à savoir le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, à laquelle j'appartiens, et la Banque mondiale. Donc ces 4 agences d'exécution étaient chargées de proposer des projets au niveau des pays en développement pour justement faire en sorte que ces pays-là puissent être en mesure de remplir leurs obligations au niveau du protocole de Montréal. Donc ça, c'est le premier volet. Au deuxième volet, j'espère vous parler de quels ont été justement les résultats obtenus par ce fonds multilatéral et les résultats obtenus en général par l'ensemble de la communauté internationale pour protéger la couche d'ozone. Et comme je vous le disais, je vous parlerai aussi d'un certain nombre de choses qu'on ne connaît toujours pas, comme je l'ai précisé au départ, des non-dits, parfois aussi des jeux de coulisses, parce qu'il y en a eu, et surtout aussi de la politique qui s'est impliquée dans la protection de la couche d'ozone, alors que la couche d'ozone, c'est quelque chose d'international, d'universel, et d'autant plus que ce protocole de Montréal a connu quand même, et c'est fait rare au niveau des Nations Unies, une ratification, une signature au niveau universel, c'est-à-dire que tous les pays de la planète ont ratifié et signé le protocole de Montréal. Donc c'est très important de le dire, mais malgré tout, il y a eu des éléments de politique qui se sont, comment dirais-je, insinués dans la mise en œuvre du protocole de Montréal. Et j'ai trouvé ça très dommage. Donc voilà, ce sera lors de la deuxième partie. Merci.